Bienvenue à tous dans cette vidéo. Voyons voir qu'est-ce que l'on s'imagine au sujet des médecins qui est faux en réalité. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, Lisa Roux, Thomas Verland et Cécile Loug vont nous présenter leur point de vue. Nous allons commencer avec la réponse de Lisa Roux. Je dirais qu'un médecin qui ne sait pas est un mauvais médecin. Pour moi, un bon médecin, ce n'est pas quelqu'un qui a instantanément réponse à tout, mais quelqu'un qui sait faire preuve d'humilité, et reconnaître quand il ne sait pas ou quand il a un doute, prend le temps de faire des recherches et de vérifier le cas échéant, ou de nous rediriger vers quelqu'un qu'il pense plus apte à nous apporter des réponses. Bien sûr, je serais inquiète si mon médecin ne savait jamais rien et me renvoyait systématiquement voir quelqu'un d'autre, je changerais probablement de médecin. Mais certains médecins ne veulent pas reconnaître qu'ils ne savent pas, ou préfèrent ne pas croire leurs patients, ils les soupçonnent d'inventer leurs symptômes. Ou ne cherchent pas à vérifier leurs croyances, faire de la veille, etc. Et je pense que c'est nuisible pour leurs patients. Ce que je dis là est valable pour d'autres métiers bien sûr, mais c'est particulièrement sensible pour nous chez les médecins, puisque ce sont des professionnels qu'on consulte régulièrement, pour des raisons plus ou moins graves. Et aussi des professionnels qui, ayant fait de longues études, et ayant un statut socio-professionnel très bien considéré, peuvent s'enorgueillir, ou bien avoir besoin de le légitimer en ne faisant jamais aveu d'ignorance. Cela peut être très néfaste, à mon avis. Un médecin qui a trop peur de perdre la face et veut préserver l'image prestigieuse que ses patients ont de lui peut être nuisible pour eux. Voilà des exemples de ce qui est arrivé à quelques personnes de mon entourage. Ma mère avait sa vue qui baissait peu à peu. Elle a vu un ophtalmologiste qui, n'ayant aucune idée de ce qu'elle avait, a fait quelques tests qui n'ont rien donné, et a décrété que c'était dans sa tête. Elle a donc changé de médecin, et le deuxième lui a diagnostiqué un glaucome. Ce n'est pas rare pourtant. Elle a donc pu avoir un traitement, mais un peu tard. Sa vue est beaucoup moins bonne qu'avant, et ça ne peut pas être réparé. Une amie avait de maux de ventre et en a parlé à sa gynécologue qui n'a rien trouvé non plus. Elle a donc fait des recherches sur Internet et a suspecté une endométriose. Elle en a parlé à sa gynécologue qui lui a assuré que ce n'était pas ça. Un jour, elle a eu une crise qui l'a conduite aux urgences. C'était bien une endométriose, qui avait tellement progressé que ses intestins avaient été colonisés également. Elle a subi une lourde opération. Elle va bien mieux mais elle conserve des séquelles qu'elle gardera peut-être à vie. Par exemple, à 33 ans, elle est obligée de faire des autosondages pour se vider la vessie. Mon bébé que j'allais a cassé sa courbe de poids. Le pédiatre a dit que mon lait n'était pas assez nourrissant, que c'était souvent le cas, et qu'il fallait que je complète au lait artificiel. Il a eu un discours très alarmiste, le retard de développement physique et cognitif qu'elle prend là, on ne sait pas si elle le récupérera un jour. L'angoisse, mais je m'étais beaucoup renseignée, et je savais que les bébés allaités ne suivaient pas la même courbe que les bébés au lait artificiel, or les courbes des carnets de santé ont été faites sur une moyenne de bébés. À une époque où les bébés au lait artificiel étaient largement majoritaires. Ils le sont toujours aujourd'hui, mais moins. Je ne l'ai donc pas écouté, et j'ai dû me battre pour convaincre mon conjoint, article scientifique à l'appui, pour le convaincre que le pédiatre se trompait, mais bon, le prestige de la blouse blanche. Je ne faisais pas trop le poids face à ça. La lutte a été rude. C'était il y a 9 mois. Mon bébé va très bien, suit sa petite courbe du bas, mais est très dynamique, se développe normalement, et est très en forme. C'est un pédiatre qui devrait un peu remettre en question ses pratiques et ses croyances. J'ai constaté par la suite que beaucoup de femmes qui allaitaient recevaient les mêmes conseils. Ainsi, certaines maladies sont prises trop tard, ou encore des patients se sentent seuls et abandonnés avec leur douleur, et je crois que, dans une certaine mesure, c'est une des causes du déficit de confiance, qui me semble croissant dans notre société actuelle, vis-à-vis avec la médecine traditionnelle. J'ai l'impression que beaucoup de gens se tournent maintenant vers des médecines alternatives. Photo, magnétiseur, qui sont ces praticiens en soins énergétiques. Crochet fermant. Bref, être bienveillant et à l'écoute, savoir se remettre en question, ne pas avoir honte d'admettre qu'on ne sait pas, faire de la veille et des recherches, sont, me semble-t-il, des qualités essentielles chez un médecin, et c'est la meilleure manière, je crois, de garder la confiance de ses patients émoticônes souriants. Heureusement, il y en a beaucoup. La prochaine réponse est de Thomas Verland. Chase, le patient se plaint de douleurs anales et a des petits saignements. Cameron, ce sont des hémorroïdes. Chase, c'est une périartérite noueuse anale. Foreman, ça n'explique pas les démangeaisons testiculaires. Cameron, c'est une mycose génitale. Foreman, ça n'explique pas ses petites danses ridicules et ses gesticulations. Cameron, ce sont des hémorroïdes. Il a mal, c'est normal. La mycose génitale explique les démangeaisons testiculaires. Dr House, vous êtes tous virés. C'est un syndrome de Schöblerps. Foreman, c'est peut être juste des hémorroïdes. Dr House, c'est un syndrome de Schöblerps. Faites-lui une injection de norméthylate théobromine. Foreman, c'est trop dangereux. Et s'il meurt, Dr House, ça veut dire que j'avais raison. Foreman,
On ne peut pas faire ça, on va perdre de l'audimat. Dr House, bon d'accord. S'il meurt, faites un gros plan stylé et énigmatique sur moi et envoyez le générique de fin. Astérisque astérisque injection astérisque astérisque. Foreman. Astérisque 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 générique de fin astérisque astérisque astérisque. On va pouvoir continuer avec la réponse de Cécile Loug. Astérisque astérisque traduction astérisque astérisque. Être dans le coma, c'est l'enfer. J'ai été dans un coma induit, artificiel, pendant 16 jours. C'était il y a presque 3 ans, mais j'ai encore des flashbacks de mes cauchemars. Dans ces moments-là, le cerveau essaie d'interpréter les entrées sensorielles, alors très limitées, comme les sons des machines qui vous maintiennent en vie, les sensations dans votre corps, les voix que vous entendez. Au début, je pense que mon coma n'était pas complet, j'ai senti toute ma première opération. J'avais comme une douleur blanche et aiguë. J'ai d'abord senti le scalpel trancher ma chair puis j'ai suivi chaque incision alors qu'il me coupait lentement les muscles et les tissus. J'avais une fasciite nécrosante, autrement connue sous le nom de bactérie mangeuse de chair. J'ai crié et crié mais personne ne pouvait m'entendre. Pendant le coma, j'entendais des voix et j'essayais de comprendre ce qu'elles disaient. Les mots sont souvent entrés dans mes rêves. Mon mari n'arrêtait pas de me dire « tu vas bien, mais je savais même à travers le coma qu'il mentait. J'avais des rêves terrifiants à répétition et auxquels je ne pouvais pas échapper, je ne pouvais pas me réveiller, je ne comprenais pas. Je pensais qu'Obama s'était fait assassiner, que la Corée du Nord avait fait exploser la Lune et que le monde occidental tout entier était encaissé dans un bateau de croisière ressemblant à une tombe par des extrémistes islamistes. Je pensais que mon mari s'était enfui avec une autre femme, avait emmené nos enfants avec lui et qu'il voulait me tuer. Alors qu'en fait, le pauvre ange a campé à mes côtés dans la salle de réanimation pendant 3 semaines. La meilleure chose qui me soit arrivée pendant le coma, c'est lorsqu'un docteur est venu me parler. « Madame Lang, vous êtes à l'hôpital. Votre rêve n'est pas réel. Vous êtes en soins intensifs. » Cette voix masculine puissante qui avait du sens était le seul et fragile espoir auquel j'ai pu m'accrocher dans mon monde imaginaire infernal. Si vous êtes au chevet d'un être cher dans le coma, parlez-lui. Il vous entend. Dites-lui que vous l'aimez, que vous allez rester avec lui et expliquez-lui qu'il est à l'hôpital. Donnez-lui de l'espoir. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.